Je m'appelle Holly Crawford et j'ai 26 ans. Il était 2 heures du matin, un jeudi, quand la douleur m'a frappé comme un train lancé à pleine vitesse. Toute la soirée, je m'étais sentie étrange, une gêne sourde dans le bas-ventre à droite que j'avais mise sur le compte de ballonnement ou d'un repas mal digéré. Mais à 2 heures du matin, cette gêne s'est transformée en une douleur du genre qui vous fait ramper par terre. Je ne pouvais plus tenir debout. Je respirais à peine. Je transpirais à travers mon t-shirt, tremblante, agrippée au bord de mon lavabo, fixant mon reflet comme si je regardais quelqu'un d'autre s'effondrer. Je savais que quelque chose de grave était en train de se produire. J'ai attrapé mon téléphone et appelé ma mère. Pas de réponse. J'ai rappelé, rien. J'ai essayé mon père, directement la messagerie vocale. J'ai continué à composer leur numéro en boucle, les mains tremblant tellement que j'arrivais à peine à toucher l'écran. Au 17e appel, j'étais étendue à plat sur le carrelage de ma cuisine, le téléphone collé à l'oreille, écoutant ce même message que j'entendais depuis toujours. Vous êtes bien sur la messagerie de David Crawford, laissez un message. J'en ai laissé 3, chacun plus désespéré que le précédent. Dans le dernier, je pleurais tellement que je ne suis même pas sûre que mes mots s'y aient été compréhensibles. J'ai dit: papa, je crois que je suis en train de mourir, viens s'il te plaît. Personne n'est venu. Ce qui s'est passé ensuite, je ne le sais que parce que les secouristes me l'ont raconté après coup. Ma voisine, Madame Patan, une femme à la retraite d'une 60aine d'années, qui connaissait à peine mon prénom, m'a entendue à travers la cloison fine de l'appartement. Elle m'a entendue m'effondrer. Elle a appelé les urgences. Quand l'ambulance est arrivée, j'étais presque inconsciente. Les ambulanciers ont dit que mon appendice avait éclaté. Ils ont ajouté que 30 minutes de plus sur ce sol de cuisine et l'issue aurait été bien différente. Ils n'ont pas prononcé le mot mort directement, mais j'ai compris ce qu'ils voulaient dire. On m'a emmenée en urgence au bloc opératoire. Sur la table, mon cœur s'est arrêté. J'étais en arrêt cardiaque. L'équipe chirurgicale m'a réanimée, mais pendant un bref instant, j'étais partie. Je n'ai vu aucune lumière blanche, entendu aucune voix. Je me souviens seulement d'un silence profond et total. Puis, soudain, le bruit est revenu. Les machines qui bipaient, quelqu'un qui appelait mon prénom et une douleur insupportable dans la poitrine à cause des compressions. Quand je me suis réveillée en salle de réveil, encore groggy et désorientée, une infirmière était assise près de moi. Je lui ai demandé si mes parents étaient venus. Elle m'a regardée avec une expression que je n'oublierai jamais. Ce n'était pas vraiment de la pitié, mais ça y ressemblait. Elle m'a expliqué que mes contacts d'urgence avaient été prévenus et que quelqu'un s'était effectivement présenté à l'hôpital. Mais avant qu'elle ne puisse terminer, le chirurgien est entré. C'était un homme calme, le docteur Reeves, le regard fatigué mais la voix assurée. Il a approché une chaise de mon lit et s'est assis, ce qui m'a immédiatement fait comprendre que ce ne serait pas un simple point de suivi post-opératoire. Il m'a dit: Holly, tu as vécu une nuit très difficile, nous avons failli te perdre. J'ai hoché la tête, je le savais déjà. Puis il a dit quelque chose auquel je ne m'attendais absolument pas. Il a dit: une femme prétendant être ta mère est venue ce soir, elle a essayé de te faire sortir plus tôt que prévu. Je l'ai regardé fixement, pensant avoir mal entendu. Sortir plus tôt, je venais de faire un arrêt cardiaque sur une table d'opération. Il a soutenu mon regard et continué. On lui a dit que ce n'était pas possible étant donné ton état. Elle est devenue agressive avec le personnel. J'ai senti la pièce basculer légèrement. Il a marqué une pause, jeté un coup d'œil vers la porte, puis a ajouté: mais l'homme qui a réglé ta facture a... Avant qu'il ne finisse sa phrase, la porte de ma chambre s'est ouverte. Dans l'embrasure se tenait un homme que je n'avais jamais vu de ma vie. Il avait la cinquantaine bien entamée, les épaules larges, vêtu d'une simple veste grise et d'un pantalon sombre. Il avait un regard bienveillant, le genre de regard qui porte un poids sans être écrasant, si tant est que cela ait un sens. Il n'avait rien d'ostentatoire. Il ne semblait ni riche ni important au premier coup d'œil. Il ressemblait à un père discret et fiable, le genre sur qui on peut compter. Il est entré lentement, presque avec hésitation, comme s'il n'était pas certain d'avoir le droit d'être là. Le docteur Reeves s'est levé, lui a adressé un signe de tête respectueux, puis a quitté la pièce, nous laissant seuls tous les deux. J'ai remonté un peu ma couverture d'hôpital, davantage par réflexe qu'autre chose, et je lui ai demandé qui il était. Il s'est assis sur la chaise que venait de quitter le docteur Reeves et a croisé les mains. Il m'a dit s'appeler Gerald Mays. Il m'a expliqué qu'il était à l'hôpital ce soir-là pour rendre visite à son frère à un autre étage quand il avait entendu de l'agitation à l'accueil. Il a raconté qu'une femme, ma mère, exigeait bruyamment que le personnel me laisse sortir parce que, et je cite ses mots exacts, la fête prénatale de sa fille avait lieu le lendemain matin et que toute la famille devait être présente. Gérald a dit que les infirmières avaient refusé, expliquant que j'étais en soins post-opératoires critiques et qu'une sortie prématurée pourrait me coûter la vie. Selon lui, ma mère avait alors demandé s'il existait des papiers qu'elle pouvait signer pour passer outre la décision médicale. Il a observé toute la scène à une vingtaine de mètres, simple inconnu, et quelque chose en lui avait basculé, sans qu'il puisse vraiment l'expliquer.
Il a discrètement demandé à une infirmière ce qui se passait avec la patiente en question. Elle ne pouvait rien partager, mais Gérald en avait assez vu. Il avait vu qu'aucun membre de la famille n'était venu s'asseoir près de moi. Il avait vu ma mère quitter le bâtiment. Il s'est rendu au bureau de facturation pour se renseigner sur ma situation. En apprenant que j'étais seule et que mon assurance présentait une lacune susceptible de suspendre immédiatement la poursuite de mes soins, il a réglé la facture. Ainsi, un parfait inconnu avait payé ma facture d'hôpital pour que le personnel puisse continuer à me soigner sans interruption administrative. Je ne savais pas quoi lui dire. Je n'avais littéralement pas de mots. On venait de m'apprendre que ma mère avait tenté de me faire sortir de mon lit d'hôpital la nuit où mon cœur s'était arrêté pour pouvoir être reposé en vue d'une fête prénatale. Et voilà qu'un homme, dont j'ignorais le nom de famille 5 minutes plus tôt, était assis à côté de moi, m'expliquant qu'il avait discrètement veillé à ce que je reste en vie. J'ai fondu en larmes, pas doucement, mais de ces sanglots bruyants et brisés qui viennent d'un endroit qu'on garde habituellement verrouillé. Gérald n'a pas essayé de m'arrêter ni de me dire que tout allait bien. Il est simplement resté assis là, ce qui était exactement ce qu'il fallait faire. Plus tard dans la journée, mes parents sont arrivés. Ma mère est entrée la première et ses premiers mots ont été qu'elle n'avait pas entendu son téléphone parce qu'il était en mode silencieux. 17 appels. Elle disait ne rien avoir entendu. Elle a ensuite regardé autour d'elle et demandé pourquoi il y avait un bouquet de fleurs sur le rebord de la fenêtre. Gérald l'avait laissé avant de remonter voir son frère. Je lui ai dit qu'un inconnu l'avait acheté. Elle a répondu que c'était étrange. Elle n'a jamais demandé pourquoi un inconnu était impliqué dans tout ça. Mon père est resté debout près de la porte pendant toute la visite, les bras croisés, hochant la tête aux propos de ma mère, sans jamais s'asseoir près de moi. Ils sont restés 40 minutes et sont partis parce que, selon les mots de ma mère, il restait encore du rangement à faire après la fête prénatale. Elle m'a dit que ma sœur avait passé une matinée magnifique et que j'aurais adoré ça. Allongée dans ce lit d'hôpital après leur départ, j'ai pris une décision, calmement et clairement, d'une façon qui m'a presque surprise moi-même. J'ai décidé que j'en avais fini de me réajuster sans cesse pour tenir dans des espaces qui n'avaient jamais été pensés pour moi. Gérald m'a rendu visite 2 fois de plus avant ma sortie. La dernière fois, il est venu avec son épouse, une femme chaleureuse prénommée Patricia, qui m'a tenu la main et m'a dit « Tu as des gens qui t'aiment, ma chérie, tu ne les as simplement pas tous rencontrés encore ». Je repense à cette phrase tous les jours. J'ai appris plus tard, par les infirmières, que Gérald avait aussi signalé officiellement la tentative de sortie prématurée de ma mère au service de défense des patients de l'hôpital. Il ne me l'avait pas dit lui-même. Ce n'était pas le genre d'homme à avoir besoin de reconnaissance pour avoir fait ce qui était juste. L'hôpital a tout consigné par écrit. Cela signifiait que si quelque chose avait mal tourné cette nuit-là, à cause d'une interférence extérieure, il en resterait une trace. Je suis aujourd'hui complètement rétablie. Ma relation avec mes parents est quelque chose que je continue à démêler, mais le brouillard s'est enfin dissipé sur qui ils ont toujours été, par opposition à qui j'avais besoin qu'ils soient. Ce sont deux choses très différentes, et pendant longtemps, je les ai confondus. Gérald et Patricia sont devenus pour moi une véritable famille, la vraie, celle qui se définit par les actes et la présence, pas par le sang ou l'obligation. Si cette histoire vous parvient aujourd'hui, je veux que vous reteniez quelque chose. Les personnes qui sont présentes pour vous dans vos moments les plus sombres, même des inconnus, même discrètement, même sans qu'on le leur demande, ce sont elles qui vous montrent à quoi ressemble réellement l'amour. Et parfois, c'est en frôlant la mort qu'on découvre enfin quelles mains ne nous ont jamais vraiment soutenus. Si cette histoire vous a touché, si elle a fait naître quelque chose de sincère en vous, abonnez-vous à cette chaîne. Chaque semaine, nous partageons des histoires vraies de survie, de trahison, de gentillesse inattendue et de force humaine qui ne fait pas les gros titres, mais qui le mériterait amplement. Cliquez sur le bouton d'abonnement, activez les notifications et rejoignez une communauté qui croit que les histoires vraies méritent d'être entendues. Votre présence ici compte, tout comme chaque histoire que nous racontons. Cette histoire est dédiée à toute personne qui a un jour appelé à l'aide et n'a entendu que le silence. Vous n'êtes pas oublié.